On a tous une idée de ce mot, n'est-ce pas? On l'associe tout de suite à la rigueur, à des règles bien strictes. Mais et si derrière cette façade impeccable, presque glaciale, se cachait en réalité une passion dévorante, un véritable chaos? Un chaos, mais maîtrisé. C'est exactement ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. Ah, c'est un classique. On entend ça tout le temps. Pour un film, une chanson, un livre. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là vraiment? Que c'est juste un truc qui a bien vieilli? Ou est-ce que ça cache quelque chose de plus? Eh bien, en réalité, le mot classique a deux sens, et ils sont très, très différents. Et c'est précisément là que tout se joue. D'un côté, on a le sens commun, un peu comme un label de qualité, quoi. C'est l'œuvre qui traverse les âges, le chef-d'œuvre incontestable. Mais de l'autre, pour les historiens, le classicisme, c'est quelque chose de bien plus précis. C'est un mouvement, un idéal esthétique, né en France à un moment très particulier de son histoire. C'était sous le règne d'un roi, un roi qui voulait que l'art soit le reflet direct de son propre pouvoir. Donc, pour vraiment comprendre le classicisme, il ne suffit pas de regarder les livres ou les tableaux. Non, il faut regarder ailleurs. Il faut regarder vers le pouvoir. Parce que, soyons clairs, cet art n'est pas né par hasard. Pas du tout. Il a été forgé, modélé, pour être le miroir d'une ambition politique. Une ambition absolue. Et quand on regarde la chronologie, tout s'éclaire. L'âge d'or du classicisme, c'est grosso modo entre 1661 et 1685. Et ça coïncide, mais parfaitement, avec le moment où Louis XIV prend vraiment le pouvoir, le moment de son apogée absolu. C'est simple, à cette époque, la France domine l'Europe. Et son art, eh bien, il doit être à la hauteur, il doit crier cette puissance, cette maîtrise totale. Le point vraiment crucial, il est là. Le classicisme, ce n'est pas juste une affaire de style, de belles phrases ou de belles formes. Non, c'est carrément l'idéologie de la monarchie absolue transformée en art. Tout cet ordre, cette clarté, cette grandeur que Louis XIV impose au royaume, eh bien les artistes, leur mission c'est de traduire ça, de le graver dans le marbre, de le peindre sur la toile, de le mettre en vers sur une scène de théâtre. D'ailleurs, il y a une phrase du philosophe Nietzsche qui résume cette idée de façon brillante. Pour lui, c'est simple, le classicisme, c'est le signe, le symptôme d'une civilisation qui est au sommet de sa puissance, qui a une confiance totale en elle. Et pour exprimer cette confiance, elle se tourne vers un art qui est maîtrisé, ordonné, parfait. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour fabriquer cette fameuse perfection? Ça ne s'improvise pas, on s'en doute. Non, tout ça repose sur un ensemble de règles, de principes très stricts. On pourrait presque parler d'une recette de cuisine pour atteindre la beauté absolue. Et c'est une recette exigeante. D'abord, étape 1. Tout part des anciens. Les Grecs, les Romains, ils sont vus comme les modèles ultimes, indépassables. Ensuite, étape 2, et c'est crucial. On ne les copie pas bêtement. Non, on filtre le rare à travers la raison. Le but, c'est de chercher des vérités universelles, de peindre l'homme avec un grand H, pas l'individu avec ses petits défauts. Troisième point, on croit dur comme fer qu'il existe une beauté absolue, un point de perfection unique à atteindre. Et enfin, et ce n'est pas un détail, tout ça a une mission morale. Le beau doit être au service du bien. L'art doit rendre le spectateur meilleur. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Avec tout ce carcan de règles, on pourrait croire à un art froid et mécanique. Mais pas du tout. Le but final, comme le dit l'un des plus grands maîtres de l'époque, Jean Racine lui-même, ça reste de plaire et de toucher. Toutes ces contraintes, toutes ces règles, au fond, elles n'ont qu'un seul et unique objectif, atteindre le cœur du public avec une efficacité redoutable. Voilà, on pourrait s'arrêter là. On pourrait se dire, ok, le classicisme, c'est l'art de la raison froide, du contrôle total. Fin de l'histoire. Mais si on faisait ça, on passerait complètement à côté de l'essentiel. Parce que la véritable histoire, elle, est bien plus passionnante. Et la vraie question, elle est là. Est-ce que le classicisme, c'était vraiment juste une affaire de contrôle froid et rigide? Et si tout cet attirail, tout cet idéal de perfection, cette obsession de l'ordre, si tout ça n'était en fait qu'une sorte de digue, une digue construite pour contenir quelque chose de bien plus sauvage, de bien plus explosif? Pour comprendre ça, il y a une phrase de Racine qui est un indice capital. Il dit que l'invention, c'est de faire quelque chose de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'art classique, ce n'est pas un art de l'addition, c'est un art de la soustraction. On n'ajoute pas de détails, on enlève, on épure. Faire quelque chose de rien, c'est prendre une passion humaine brute, violente, et la distiller jusqu'à n'en garder que l'essence la plus pure et donc la plus dévastatrice. Et le voilà, le grand secret du classicisme. Sous la surface, sous le marbre parfaitement poli, sous l'ordre impeccable de la façade, il y a le désordre, un magnifique désordre, le désordre des passions humaines, le chaos bouillonnant de la vie elle-même. C'est l'écrivain André Gide qui, bien plus tard, a trouvé la formule parfaite pour ça. Le classicisme, dit-il, c'est un romantisme dompté. L'idée est géniale. Il ne s'agit pas du tout de nier les passions. Au contraire, il s'agit de les reconnaître comme étant tellement puissantes, tellement dangereuses, qu'il faut un art d'une rigueur absolue pour les contenir. La perfection de la forme, en fait, c'est la cage dorée qui retient le monstre.
Et cette maîtrise, justement, ça produit une puissance absolument incroyable. C'est tout l'art de la suggestion. La violence, on ne la montre pas, on la murmure à peine. Et c'est justement ça qui la rend assourdissante. L'émotion est 1000 fois plus intense parce qu'elle est toujours sur le fil, toujours à la limite de la rupture, prête à exploser à chaque vers ou même dans chaque silence. Cet art de la maîtrise, cet art de la suggestion, il a laissé un héritage immense, c'est certain. Mais cette quête de perfection, elle a eu un coût. La grande question, c'est est-ce que c'était un art vraiment pour tout le monde, un art universel? Et c'est là qu'on retrouve Nietzsche, encore lui, avec une critique assez cinglante. Pour Nietzsche, il n'y a pas de doute, cet art, aussi raffiné soit-il, est fondamentalement aristocratique. Il parle à une toute petite minorité, une élite qui a les codes pour le déchiffrer, pour apprécier sa discipline. Et tous les autres, eh bien, ils sont laissés de côté. Nietzsche utilise des mots très forts. Il dit que c'est un art ordonnateur, volontaire, c'est-à-dire qu'il impose une vision du monde par la seule force de l'intellect. Il le trouve hautain envers notre côté animal, sévère avec le cœur. Pourquoi ? Parce qu'en cherchant cet homme parfait, universel, il finit par mépriser l'individu réel, avec ses failles, ses passions, sa complexité. C'est une perfection qui, au final, risque de devenir glaciale. Une perfection qui sacrifie la chaleur du cœur sur l'autel de la raison. Et au bout du compte, on se rend compte que la plus grande force du classicisme a aussi été sa plus grande faiblesse. En étant le miroir parfait, le reflet idéal de la monarchie absolue, il était condamné à suivre son destin. Le jour où ce système politique s'effondrera, eh bien cet idéal artistique, si parfait soit-il, perdra tout simplement sa raison d'être. Et tout ça, ça nous laisse avec une question. Une question qui, je crois, résonne encore très fort aujourd'hui. Est-ce que la quête de la perfection en art est forcément élitiste ? Est-ce qu'un chef-d'œuvre peut être à la fois sublime, parfait et accessible à tout le monde ? Ou est-ce que la perfection a toujours un prix ? Et que ce prix, c'est l'exclusion d'une partie du public ? La question, elle reste ouverte.